Adil Douri, bonjour. مرحبا بك معنا. Merci de l'invitation, c'est Adil. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Média 24. On va aborder pas mal de sujets d'actualité et on va commencer par l'actualité financière qui vous concerne directement avec une opération qui a retenu l'attention du marché financier, l'augmentation de capital de Risma qui porte sur 450 millions de dirhams, entièrement libérés en numéraire. C'est une opération qui est relativement importante dans un secteur de l'hôtellerie qui bénéficie par ailleurs d'une dynamique touristique plutôt favorable. Alors la première question que j'ai envie de vous poser pour commencer cette discussion, c'est quel est l'objectif tout simplement stratégique de cette augmentation de capital et que nous dit-elle sur les ambitions de la société Risma? Bon, merci de poser la question. Risma pendant quelques années, a connu une croissance relativement modeste parce que dans son capital, les actionnaires Accor, le groupe Accor français et les actionnaires institutionnels marocains avaient une cohabitation un peu divergente, on peut dire. Et j'ai eu la chance de pouvoir racheter la participation d'Accor dans Risma via un véhicule qui s'appelle Mutris, absolument. Et à partir de ce moment-là, on a simplement libéré l'énergie de l'entreprise. Donc l'entreprise a énoncé un plan de croissance, de développement de nouveaux hôtels, d'acquisition de nouveaux hôtels. Et tout ça, évidemment, ne pouvait se faire qu'en finançant la croissance par le marché. Parce que les montants en jeu sont énormes. Un bel hôtel, c'est 1 milliard de dirhams par hôtel aujourd'hui au Maroc, dans l'industrie moderne, contemporaine. Il fallait en même temps servir des dividendes pour que les petits porteurs et que la bourse soit, comment dit-on, soit toujours prête à accueillir Risma et les augmentations. Donc c'est ce que Risma a fait. Elle a instauré un dividende, elle a augmenté son dividende, et puis elle est revenue vers le marché. Et elle a collecté ces 450 millions qui lui permettent de payer un premier hôtel qu'elle a acheté à Marrakech, que vous connaissez sûrement, qui est l'hôtel Radisson d'El Le Guéliz, n'est-ce pas, avec le centre commercial qui est à côté, et aussi de financer un hôtel à Tanger qui est en cours de construction. Mais ce sont que deux premières étapes, et c'est une opération que je pense, moi, être exemplaire, parce qu'elle permet quand même de montrer que quand on s'ouvre à la bourse, quand on parle à tous les petits porteurs, aux institutionnels, compagnies d'assurance, caisses de retraite, gérants de PCVM, et qu'on a un plan cohérent et qu'on dit je veux 1 milliard de dirhams ou je veux 2 milliards de dirhams, le marché répond présent. Et ça a été le cas cette fois-ci. Très belle opération. Risma a collecté 21 milliards de dirhams lorsqu'elle n'en demandait que 450 millions. Oui, il y a eu un engouement pour cette opération financière. 21 milliards de dirhams. Mais elle ne peut pas les prendre, elle doit les rendre. Donc le marché est prêt à donner 21 milliards de dirhams. Ça, absolument, absolument. Vous avez évoqué la question de la réticence ça veut dire qu'il y a beaucoup trop d'argent en circulation qui sert à rien, alors que vous êtes particulièrement attractif. Un peu des deux, je pense. Ah, d'accord. Moi, je penche plus pour la première option. 21 milliards, ouais, c'est impressionnant. On va Attention, il faut que vous sachiez que quand les gens demandent à souscrire, ils ne sont pas obligés d'avoir le liquide, ils peuvent montrer qu'ils ont un portefeuille équivalent à la demande, et au cas où ils sont alloués, il faut qu'ils vendent l'ancien pour acheter la nouvelle. Ah, ok, d'accord. Donc ça atténue. Voilà, mais la conclusion de cette discussion, c'est qu'il y a eu un fort engouement pour cette opération financière lancée par Risma. On va revenir dans quelques instants sur une notion que vous avez abordée rapidement. C'est celle de la réticence parfois qu'on peut constater auprès de certains chefs d'entreprise, notamment industriels, à s'introduire en bourse. Mais avant cela, une question sur le secteur du tourisme et de l'hôtellerie dans lequel évolue Risma, Aziz. Alors, c'est Adil Douiri. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent. 20 millions, 22 millions, 21 millions, on va faire 25 millions, 26 millions, 120 milliards, ou là un peu plus, ou là un peu moins de... 124 milliards. 124, à fin novembre. À fin novembre 2025. 138 à fin décembre. 138 à fin décembre. Sur le site de l'Office de change. Moi, je voudrais savoir quel est le regard que vous portez déjà en tant qu'ancien ministre sur ça, et que valent ces chiffres. On entend 20 millions, bon d'accord, c'est très bien, c'est un record, c'était un... À côté, moi, quand je fais la comparaison avec les pays d'à côté, c'est-à-dire qui est juste à côté, l'Espagne, ils sont à 90 millions, le Portugal est à peu près 20 millions, là, on est très heureux de ces 20 millions. Est-ce que c'est vraiment du tourisme porteur? Ah, ou là, ce sont des rentrées, des entrées? Est-ce qu'on compte tout le monde? Et surtout, et la question vaut aussi pour vous en tant qu'ancien ministre. Quand vous étiez ministre, est-ce qu'on compte notre communauté à l'étranger? Oui, bien sûr, la réponse est oui. Alors, non, je vais essayer de répondre de la façon la plus simple. Quand j'ai eu la chance d'entrer dans le gouvernement de Sidi Jto, donc en 2002, le Maroc recevait 4 millions
de touristes. La définition d'un touriste, c'est une définition qui est donnée par l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, qui est une émanation de l'ONU. Et l'OMT dit un touriste, c'est un visiteur non résident qui passe au moins une nuit et reste moins d'1 an dans le pays. Donc toutes les statistiques dans le monde sont alignées sur la définition de l'OMT. On ne demande pas la nationalité de la personne. Il faut qu'elle soit non résidente dans le pays qu'elle visite. D'accord ? Alors, de ce fait, les premiers clients du tourisme de la France, c'est l'Allemagne. Le premier client du tourisme de l'Allemagne, c'est la France, n'est-ce pas? Puisque visiteurs non résidents qui passent au moins une nuit. Donc, en général, vos voisins sont toujours vos premiers clients en masse, en chiffres. D'accord? Donc, nous sommes alignés là-dessus. Nous avons des visiteurs non résidents au nombre de 20 millions, par exemple, ou pratiquement 20 millions cette année. Là-dedans, il y a des gens qui ont un passeport marocain, qui habitent en France, il y a des qui habitent en Allemagne, qui habitent en Angleterre, et il y a des gens qui ont des passeports non marocains, pourvu qu'ils passent au moins une nuit et qu'ils n'habitent pas au Maroc. Donc, il est légitime de les compter, qu'ils aillent dans un Airbnb, qu'ils aillent dans un hôtel, qu'ils louent un appartement entre copains, RME. Il est tout à fait légitime de les compter dans les statistiques mondiales du tourisme. En tout cas, c'est la définition. Si je peux me permettre une sous-question, la question essentielle n'est pas tant de savoir s'il faut ou pas les comptabiliser, parce qu'effectivement, c'est une méthodologie de calcul qui est faite à l'échelle mondiale. Exactement. Mais la question, si je peux me permettre, c'est dans ces personnes-là, il y a surtout des éméreux, des Marocains du monde, qui, on le sait, chaque année, vont venir dans le royaume pour visiter leurs proches. Alors, je vais vous donner les chiffres. Je vais vous donner les chiffres, comme ça répondra à votre question. Ça correspond à peu près à la moitié des arrivées touristiques. Je suis arrivé au gouvernement, il y avait 4 millions de touristes. 2002, 4 millions. Notre gouvernement est parti en 2007, fin 2007, il y avait 8 millions. En 2010, on a fait 9 millions et demi parce qu'on avait un objectif de faire 10 millions en 2010, qui est un objectif mobilisateur, on va dire. On a fait 9 millions et demi, je m'en souviens. Maintenant, on est pratiquement à 20 millions. Donc, on est passé de 4 millions à 20 millions. Oh, mais là, donc, le nombre de éméreux, il a augmenté. Il a explosé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est éméreux. Vous n'avez pas besoin de faire un travail énorme mais pour mais ils ne venaient pas en 2002. Pour les convaincre de visiter la terre de leurs aïeuls. Mais pas du tout. Ils peuvent venir une fois et puis jamais venir, ou venir tous les 5 ans. Ils sont pas obligés de venir s'amuser, faire la fête à Marrakech, pas du tout. Il y a comme une statistique, c'est qu'en 2000, il y avait à peu près 1,5 million jusqu'à 1,6 million de Marocains dans le monde, en 2000. Aujourd'hui, il y en a 5 ou 6 millions. Quand on était au gouvernement, il y avait 5 millions de Il y avait... Ah ouais, donc le chiffre, il n'a pas évolué. Canada, USA, Europe, mais aujourd'hui, on est à 5 millions et demi. Et ouais, c'était à peu près. Le chiffre, il n'a pas évolué. Quand j'étais au gouvernement, c'était 5 millions. D'accord. 5 millions de Marocains à l'étranger. Oui, y compris le Canada, les États-Unis, les pays européens, etc. On va se recontacter après, on va vérifier ça, parce que moi, j'ai vérifié, c'était 1,5 en 2000. Alors, parlons de l'objectif du tourisme, pour compléter votre question. Le tourisme, c'est un secteur qui est un secteur économique. Il est fait pour créer des emplois. Il est fait pour réaliser du chiffre d'affaires en devises, pour pouvoir équilibrer nos importations en face de choses qu'on ne fabrique pas, n'est-ce pas? Donc c'est d'abord un secteur économique. Donc sa croissance, elle est fondamentale pour le Maroc, il pèse presque 10% du PIB. Il est à 7-8% du PIB en estimatif, et il a un impact de diffusion qui est très large. Il fait travailler les taxis, il fait travailler les petits bazaristes, il fait travailler le type qui vend des oranges pressées sur le trottoir, vraiment de toutes les dimensions. C'est une diffusion macroéconomique qui est énorme dans le tourisme. Donc nous, encore une fois, début des années 2000, donc quand je suis arrivé là-dedans, le chiffre d'affaires était de 20 milliards de dirhams à l'export. Chiffre d'affaires en devise du tourisme. C'est un chiffre d'affaires. Ça correspond à une prestation. Un hôtel loué, un taxi loué, un billet d'avion, etc. D'accord? 20 milliards. Aujourd'hui, 138 au 31/12. Donc c'est quand même un succès spectaculaire. Spectaculaire. Et l'une des causes fondamentales de ce succès, c'est l'accord d'Open Sky qui a été signé sous notre gouvernement avec l'Union européenne, qui a permis à toutes les compagnies aériennes de voler vers le Maroc en baissant les prix, qui a permis aux éméreux qui venaient une fois par an de venir 3 ou 4 fois par an, qui a permis aux Français qui venaient une fois tous les 2 ans de venir 3 fois dans l'année, avec l'effondrement du prix des billets. Donc l'Open Sky, ça a été déterminant.
Et on a la chance que nos concurrents et nos voisins... Le décollage, c'est le cas de ça dire. baisse le prix, ça baisse l'accès. On va refermer la parenthèse tourisme, même si c'est très intéressant surtout d'écouter un ancien ministre du tourisme en parler. Oui. Mais le temps passe très vite. On a plusieurs sujets à aborder, notamment des questions politiques que Aziz voudra sans doute vous poser. Mais revenons à la bourse. Risma, c'est l'hôtellerie, c'est une société cotée, mais votre cœur de métier, c'est surtout l'industrie. Vous êtes PDG fondateur de Mutandis, introduite en bourse en 2018. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez, Adil Douéri, aujourd'hui que le secteur industriel marocain est suffisamment représenté à la côte casablancaise? La réponse est non, sans aucun doute. Le gouvernement fait un effort. Il y a un partenariat entre le ministère de l'Industrie et la Bourse de Casablanca et le ministère des Finances pour former, ils appellent ça des cohortes, on va dire c'est un anglicisme, pour former des promotions d'entrepreneurs et d'entreprises industrielles aux avantages de s'introduire en bourse. Donc moi-même, j'ai eu la chance de donner un petit cours, un petit speech devant la promotion actuelle. La remise des prix était prévue dans ces jours-ci. Donc il y a un effort du gouvernement pour élargir. Mais si je comprends bien, on compte sur la nouvelle génération d'entrepreneurs industriels, pas sur l'ancienne. Ou sur les enfants de l'ancienne, sur la nouvelle génération au sens âge, ouverture d'esprit, rarement sur les fondateurs historiques. Oui. Et alors comment justement on explique cette réticence de certains patrons industriels de s'introduire en bourse? Un manque la peur d'une transparence peut-être un peu trop forte à leur goût? La peur la peur de se créer des soucis supplémentaires, de devoir communiquer, de devoir expliquer au marché ce qu'on fait, sa stratégie. Ça en dit long sur le mindset des patrons industriels marocains. Mais non, tant qu'il n'y en a pas besoin. À la limite, si l'entrepreneur est capable de grandir tout seul lui-même avec ses banques et son argent et ses banques et son argent, qu'il garde le dividende dans la société, qu'il le réinvestit, qu'il arrive à la développer. Tant qu'il n'est pas contraint, il n'est pas contraint. Mais à partir d'un moment, si on veut avoir de l'ambition, aller en bourse, c'est une expression d'ambition. C'est parce que je veux grandir, lever les fonds, investir, acheter, me développer, n'est-ce pas? Ça veut dire que les entrepreneurs marocains manquent d'ambition. Ou pour l'instant, leur taille était compatible avec le réinvestissement des profits. Et le crédit bancaire, ça suffisait. Il n'y avait pas besoin d'ouvrir son capital à des institutionnels. C'est d'autant plus dommage, c'est Adil, que 21 milliards dirhams, moi, ça restait dans la tête. 21 milliards dirhams. Ça vous a plu. Ça m'a marqué. Ça veut dire qu'il y a de l'argent ou qu'il y a de la disponibilité en fonction de ce que vous avez expliqué tout à l'heure sur des ventes ou un portefeuille, et qu'il y a de l'argent, et que si les entrepreneurs ne veulent pas aller, sachant que pour dire les choses, il y a beaucoup de choses qu'on fabrique pas dans ce pays, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans ce pays, et peut-être qu'il y a un effort, je sais pas, au niveau de la CGEM, au niveau du gouvernement, les deux, la bourse, pour inciter les gens à y aller plus. Moi, je suis 1000% convaincu. Le pays changerait de vitesse si au lieu d'avoir 80 sociétés cotées, on avait 400 sociétés cotées. Le pays changerait de vitesse. Parce que tout le monde se comporterait avec une certaine discipline. Quand on est coté en bourse, c'est un peu de discipline. Il y a du prévisionnel, il y a un tableau de bord, on sait où on va, n'est-ce pas? On se réunit à plusieurs pour décider des investissements, on débat. Il y a quand même une rigueur de gouvernance. Même petite, même light, même pas trop lourde, mais il y a quand même un minimum de prévision et de business planning et de se projeter dans l'avenir avec l'ambition. Et ça pose aussi la pertinence des indicateurs boursiers, parce que c'est une question que j'ai entendue à plusieurs reprises. Est-ce que la bourse de Casablanca reflète réellement la réalité de l'économie marocaine? Si effectivement le nombre d'entreprises cotées ne correspond pas forcément ni à la diversité ni au nombre d'entreprises marocaines, ça pose un problème. Il y a une dichotomie entre les indices boursiers et la réalité de l'économie. Oui, il y a que les grosses qui sont cotées, les très grosses qui sont cotées, c'est pas tout à fait représentatif. Le secteur industriel est insuffisamment représenté, comme on l'a dit tout à l'heure, et même l'hôtellerie. Vous avez une seule société hôtelière cotée, c'est honteux. On est un énorme pays touristique, on doit être dans le top 30 mondial, des pays, on est un gros pays touristique mondial. Une seule société cotée en bourse, c'est la honte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils refusent de s'agrandir, ou là qu'ils refusent d'être disciplinés, comme vous venez de le dire, ou là ils refusent quoi? Parce que c'est vrai que manque d'ambition, pas envie trop de s'embêter. Manque d'ambition, pas envie de contraintes. Je pense. Donc il y a un travail à lever à faire au niveau de l'État, certainement, pour essayer d'encourager. Absolument, il faut inciter, encourager, pousser. Il faut être extrême, parce que ça doit basculer d'un coup. Oui. D'accord? Et ensuite, on peut enlever les incitations, les cadeaux, mais il faut être extrême au début. Avant de parler politique, parce qu'on va consacrer un temps non négligeable aux questions politiques,
Vous êtes ancien ministre istiqlalien du tourisme, actuellement membre du Conseil national de l'Istiqlal, donc on va en parler dans quelques instants. Mais une dernière question économique avant de passer à cela. Sur les indicateurs macroéconomiques du Maroc en 2026, l'année s'annonce plutôt bonne. On a une bonne pluviométrie, alhamdoulilah, un peu trop peut-être selon certains. On a une saison agricole qui s'annonce plutôt bien, des indicateurs macroéconomiques au vert. J'aimerais avoir la lecture ou le regard du chef d'entreprise que vous êtes sur justement cette année 2026, comment elle s'annonce selon vous? Bon, il faut être clair, depuis le 3e trimestre 2024, on a une rupture vers le haut du rythme de croissance de l'économie. N'est-ce pas? Le Maroc, il a un rythme de croissance en roue libre qui est d'environ 3% par an. Et de temps en temps, il entre dans des phases où il accélère d'un coup. On l'a vécu en 2004 jusqu'à 2008, où on faisait 5, 5,5, 5, 5,5, 5 chaque année. Et là, on a cassé... À chaque fois, vous revenez à l'époque où vous étiez ministre. C'est un message subliminal que vous voulez faire passer. Là, absolument pas, absolument pas. Et la deuxième fois, c'est cette fois-ci. Ouais. La deuxième fois, c'est cette fois-ci. 3e trimestre 2024, je ne suis pas ministre. Oui. Au 3e trimestre 2024, l'économie reprend 200 points de base, 2% de croissance supplémentaire. Et comment vous l'expliquez ça? C'est la conjoncture? J'ai l'impression, pour reprendre l'expression consacrée, que c'est un peu à l'insu de notre plein gré. Non, quand même, non. Il y a un effet cumulatif des mesures. D'abord, franchement, bon, vous allez me permettre de prendre position, c'est mon avis personnel, c'est que mon avis à moi. Je pense que le gouvernement actuel travaille bien. D'accord? Il arbitre, il tranche, il est rapide, il est efficace, il délivre. Ça n'a pas forcément été le cas, de 2011 à 2021. D'accord? Pas forcément été le cas. Donc la gouvernance est fondamentale dans la capacité à arbitrer, trancher, faire aboutir les dossiers et se concentrer sur les priorités. Ce gouvernement l'a fait. Ensuite, il faut un certain nombre de mesures cumulatives. Ça peut prendre, l'élection c'était en septembre 2021, le gouvernement est arrivé fin 2021, c'était la sortie du Covid. Ensuite, il y a eu l'inflation très forte provoquée sur les matières premières par l'invasion de l'Ukraine, qui a beaucoup compliqué la vie au gouvernement. Pendant ce temps-là, il y avait un certain nombre de mesures qui ont été préparées, mises en place. Il y a eu une grosse accélération des recettes fiscales qui se sont mises à exploser et qui ont permis au gouvernement d'accélérer très fort sur la dépense publique en infrastructure, avec comme prétexte la Cannes ou je ne sais quoi, ou la Coupe du Monde, etc. Donc, les mesures de recettes fiscales qui explosent, qui permettent d'accélérer la dépense publique, créer l'effet d'entraînement sur le BTP et sur la création d'emplois, et donc sur la consommation. En même temps, avec un petit peu de retard, certes, mais ça a été fait quand même. Une nouvelle loi sur le logement social, le logement économique a été promulguée. On appelle les deux logements, le programme des deux logements. Qui a relancé, voilà, l'ancien, il s'appelait logement social, 250 000 dirhams. Celui-là, c'est le même autrement. Donc celui-là, alors qu'on avait une production de logements qui était en berne, à zéro, celui-là a permis de relancer la production de logements, n'est-ce pas? Et ensuite, vous avez un effet cumulatif et il faut donner 2, 3, 4 trimestres de temps pour que la mécanique se mette en place. Et c'était pas dans des conditions où la pluie était là. La rupture, quand vous regardez les statistiques trimestrielles du HCP, branche par branche, la rupture de croissance, elle apparaît au 3e trimestre. Je te dis, à l'effet cumulatif de toutes les mesures, au travail du gouvernement, c'est tout. Et au fait que le pétrole se tient gentiment à $60 le baril, $65. Quand le pétrole monte à 80, 90, 100, on commence à souffrir fortement par les déficits extérieurs qui viennent en signe négatif du PIB et qui viennent ralentir la croissance. Là, aujourd'hui, on a un pétrole sage, on a même un dollar qui s'est effondré, donc on a un pétrole en dirhams. Baisse du pétrole, baisse du dollar, ça nous fait une facture énergétique qui est bien tenue, n'est-ce pas? Donc on a globalement un certain nombre de cases que l'on connaît. À l'insu de notre plein gré, c'est-à-dire il y a des choses qui dépendent pas de nous, de notre décision en interne. Et la gouvernance aussi. Et la gouvernance qui dépend de nous, il y a des bons gouvernements et il y a des gouvernements moins efficaces en matière d'efficacité de gestion. Mais vous savez très très bien que, pour rebondir sur ce que vient de dire Aziz, que la structure de l'économie marocaine, malheureusement, elle reste entièrement dépendante des aléas du climat. Vous avez beau agir sur les autres leviers, c'est un problème justement en soi, sur la structure de notre économie. Une bonne année économique au Maroc, c'est une bonne année agricole. Sauf de 3e trimestre 2024 jusqu'au 4e trimestre de 2025. Vous avez le contre-exemple. Vous avez des trimestres à 4,5 de croissance, alors que l'agriculture est dans une mauvaise situation, était dans une mauvaise situation. Maintenant, en 2026, on a la chance
d'avoir les deux. D'avoir les deux, ouais. D'accord, on a une super belle dynamique dans l'infrastructure, dans le logement et dans le tourisme, et on a la pluie en plus qui va faire rebondir le PIB agricole. Donc 2026 va être très belle. Donc la conclusion, c'est que les aléas du climat, ce n'est pas une fatalité. C'est un rajout. C'est un rajout. Très bien. Si ça continue comme ça, on aura Très bien. On ouvre le chapitre politique à présent avec un Istiqlalien à ma gauche, membre du Conseil national de l'Istiqlal, et un ancien Istiqlalien à ma droite. Aujourd'hui complètement neutre. C'est pas un mal d'être istiqlalien, c'est pas du tout, pas du tout un mal. Pas du tout, c'est juste une précision importante à apporter. Moi, ce que je voudrais vous poser comme question, Adil Douili, c'est ça, justement. On a des conseils nationaux qui sont passés, le vôtre, de l'Istiqlal, celui du RNI, celui du PAM. Celui du RNI a conclu donc à ce coup de théâtre qui est celui du départ de Aziz Akhannouch d'une manière totalement imprévue. Le Conseil national du PAM s'est achevé sur une ambition déclarée et affichée d'aller à la primature et de conquérir la primature. L'Istiqlal ne le dit pas, mais n'en pense pas moins. Vous pensez que ça pourrait continuer comme ça dans cette belle année où on attend 7 ou 8% de croissance? Et vous pensez que ça va continuer comme ça ou là que ça va partir, ça va s'émietter, ça va se disperser dans quelques semaines? Ouais, c'est toujours ça devrait, gars. Ouais, ça devrait, ouais. C'est toujours compliqué pour des partis qui sont dans une coalition gouvernementale de partir chacun séparément dans une campagne électorale où il faut se démarquer. C'est un exercice complexe, hein, et délicat. Parce qu'en même temps, le gouvernement doit continuer à travailler jusqu'au dernier jour pour le bien de nos compatriotes, pour le bien de notre pays. Le gouvernement doit fonctionner en juin, en juillet, en août, jusqu'au mois de septembre. Et en même temps, chaque parti doit faire des promesses et des engagements électoraux qui lui sont propres, qui doivent le différencier des autres, et doit en même temps assumer le résultat du gouvernement sortant, puisqu'il est membre de la coalition. Donc c'est un exercice délicat, mais c'est la démocratie qui veut ça. Oui, le problème, le problème, c'est que nous avons deux strates de partis depuis 2021, les grands, les moyens, les tout petits, on n'en parle pas. Donc vous avez les trois grands, RNI, PAM, Istiqlal, dans l'ordre. Les autres, ils sont assez loin derrière. On ne sait pas ce qu'ils vont faire des élections. Ce qui veut dire que quand on va arriver en août, il y aura une campagne électorale. Oui. Ça risque de poser un peu problème de clarté, de clarification pour l'électorat. L'électorat, il a ou là les petits partis ou les grands partis qui sont quelque part engagés ou complices de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un certain nombre de choses. Vous en parlez avec beaucoup de bien, le gouvernement, et c'est bien. Ça change un peu d'entendre parler de bien de ce gouvernement. Mais il y a eu une inflation qui était là. Est-ce qu'elle est maîtrisée ou pas? Je n'en ai pas vraiment l'impression, parce que les prix des produits de première nécessité restent élevés. On a un problème de moralisation ou de moralité, l'histoire des prix des viandes, etc. On a le chômage, on a les jeunes qui étaient dans la rue, etc. Tout ça, les trois partis vont être comptables. Est-ce qu'on risque pas finalement, et c'est ça la question, de diluer toute l'opération électorale et d'aller totalement vers l'inconnu? C'est beau la démocratie, mais parfois ça pose problème. Comment vous voyez les choses? C'est une question très difficile. Oui, je vous demande pas la solution, j'ai juste votre impression. Moi, je pense que il y a à la fois la chose nationale et la chose locale. C'est-à-dire que dans une élection parlementaire du Parlement, on a quand même un facteur local qui est très fort. C'est-à-dire que les candidats, les députés ont une action dans leur circonscription qui dure pendant 4-5 ans. Ils sont souvent récompensés par les électeurs quand ils ont été présents, quand ils ont porté leur voix au Parlement, quand ils sont revenus raconter ce qui se passe au Parlement, quand ils ont fait vivre leurs électeurs la législature de 5 ans. Donc il y a quand même un facteur local important qui fait gagner ou perdre des élections, c'est circonscription par circonscription. Après, au niveau national, il y a beaucoup l'image et le perçu, plutôt que le quantitatif. Donc ça, c'est les médias, les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes beau à la télévision? Est-ce que vous êtes souriant? Est-ce que vous avez l'air triste et angoissé à la télévision? Tout simplement. C'est vrai, non, mais c'est vrai, il y a des gens, mais c'est vrai, il y a des gens politiques qui ont beau être compétents, maîtriser leur dossier, mais ça passe pas. On va pas citer de nom par charité musulmane. On va pas citer de nom, mais je vais revenir sur un élément très important que tu as souligné. C'est vrai que ça fait, je sais pas si ça fait plaisir ou ça fait bizarre d'entendre quelqu'un, notamment Adil Douili, défendre le bilan du gouvernement, parce que auprès de l'opinion publique majoritairement, le bilan, il est pas bon. Il est même très, très, très mauvais quand vous discutez avec les gens. Les Israéliens, donc, faisant partie de la majorité. Non, mais au-delà du fait d'être un Israélien, moi, ce que je retiens, c'est que c'est le regard, peut-être, d'un homme d'affaires, d'un chef d'entreprise qui voit effectivement les choses différemment du Marocain moyen ou du citoyen lambda. Et c'est très intéressant, cette différence de perception. Ce qu'on a fait sur l'AMO,
le programme de Sa Majesté de généralisation. Oui. C'est spectaculaire. Ah, mais ça, il y a un consensus sur la pertinence de l'exécution, ce la mise projet. cyclique, La- comme ça, c'est- le diable Hmm. est dans le détail. Ce qui est difficile, c'est pas d'avoir une idée. Hmm. Ce qui est difficile, c'est de la mettre en œuvre. Oui. Jusqu'au bout dans le détail, de vaincre chaque difficulté. Ce gouvernement a été jusqu'au bout de la généralisation de couverture sociale. C'est exceptionnel. Là, en fait, en 5 ans. Hachi, on est d'accord là-dessus, Adil Douri. Là, je dis les choses positives. On pense aussi au positif. Le problème de ce gouvernement, tiens, ça vient aussi comme question, si tu permets à Adil. Oui, je permets. Merci. C'est le boulot a été fait, délivré. Vous avez parlé vous avez utilisé le terme délivrer. Il délivre, c'est vrai. Ouais. Le problème, c'est dans la communication. Ouais. C'est qu'il faut savoir faire et le faire savoir. Je suis d'accord. Et donc, Hachi Diel Lamo, le diable est dans le détail. Très bien, c'est ce que vous dites, on est tout à fait d'accord. Ceux qui sont pas inscrits maintenant, ou ceux qui ont les droits fermés, ou ceux qui sont là, personne ne leur a expliqué ce qui se passe, et que donc c'est ça finalement le problème, c'est le problème de communication. Oui. Et c'est ce qui risque d'avoir ruiné les efforts de ce gouvernement. Bah ça, en même temps, je vais répondre à votre place. Il n'est pas responsable de Non. manque de communication. Non, des... c'est pas- Oui, c'est- je suis d'accord avec Ouais. le CASIS. Mm. Je pense que la com aurait pu être meilleure. Il n'y a pas de doute. Il y a pas de doute. C'est ça le problème. Mais il y a des gens qui délivrent très bien, qui communiquent pas beaucoup. Il y a des gens qui communiquent beaucoup, qui font rien. C'est vrai, il y en a beaucoup. Et Voilà, c'est là, ils sont nombreux. Il faut trouver, faut affiner les choses. Une dernière question pour conclure, pour mélanger la politique et l'économie. Du point de vue du chef d'entreprise que vous êtes, de l'industriel que vous êtes, quel serait le résultat électoral idéal d'un point de vue purement économique, pour que l'économie pour que les indicateurs économiques soient au rendez-vous et correspondent aux ambitions et aux attentes des hommes d'affaires et des chefs d'entreprise marocains? Moi, je considère qu'on a eu, au plan économique, pour être dans Oui, votre oui. étroit, votre Oui. question est étroite. Oui. Au plan économique, la formule actuelle donne ses fruits. Quand le gouvernement tranche, débloque, avance, l'investissement se développe, l'investissement étranger se développe, les stratégies sectorielles se déroulent de façon correcte et ça déroule. D'accord? Et on a des vitesses de croissance qui sont maintenant au-dessus de 5% en volume. Il faut ajouter 1 point d'inflation ou 1,5 point. Donc, en dirham, la vitesse de croissance de l'économie, c'est 6 ou 7%, 5 en volume et 2 par le prix, n'est-ce pas? Donc, je peux pas te demander beaucoup mieux. Pour moi, la Donc, formule actuelle au plan économique... Donc, pronostic électoral, on donc, reprend les mêmes et Istiqlal 1, par on repart exemple. pour 5 ans. Par exemple, Istiqlal 1, ça me va très bien. Oui, bah oui. Ouais, on imagine que vous avez combien. combien forcément. Merci beaucoup aussi, Adil Douri. Merci d'avoir répondu à notre Merci, invitation. c'est Adil. Merci, c'est Adil. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On a parlé Merci. économie, Merci. finance, politique. Merci. Et, Sans langue de bois, en disant sans langue de bois, effectivement. En tout cas, change c'était un peu de nos politiques, la malchafouché. c'était un plaisir de vous recevoir et d'échanger avec vous. Et je vous dis à bientôt sur Média 24.